LPL continue avec notre grand débat. On va s'arrêter sur les petits mouvements à droite et les petits mouvements à gauche de la Macronie. Oui, ça recommence. Gérald Darmanin affronte tout à l'heure Marine Le Pen dans un débat sur la sécurité et l'immigration chez nos confrères de France 2. Ça, c'est pour la jambe droite. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron se déplaçait à Nantes pour annoncer toute une série de mesures sur l'égalité des chances. Ça, c'est, vous l'avez compris, pour la jambe gauche. La Macronie est-elle en train de se repositionner en vue de la présidentielle? On va se poser la question avec nos invités. D'abord, les images et ce déplacement présidentiel. Elles sont commentées par Pierre-Henri Holderbaum. Pour sa première venue à Nantes, Emmanuel Macron s'est rendu à l'Institut régional d'administration pour annoncer plusieurs mesures en faveur de l'égalité des chances et l'accès aux écoles de services publics. Quelques mesures annoncées plus tôt dans la matinée par la ministre de la Transformation de la fonction publique, Amélie de Montchalin, comme promouvoir plus de diversité sociale. On a besoin que cette nouvelle génération de hauts fonctionnaires ressemble à la France. Et que dans la politique publique qu'on fera, vous voyez, dans 5 ans, dans 10 ans, on ait des jeunes, et du coup à ce moment-là des jeunes formés, qui puissent apporter toute la complexité de notre pays, tous les besoins de notre pays. Lors de sa visite, le chef de l'État annonce augmenter les classes prépa pour les étudiants modestes et défavorisés. C'est justement d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort dans ces classes préparatoires intégrées. On en a aujourd'hui 700, on va les porter à 1700. Ensuite, on va étendre le maillage sur le territoire et la présence sur le territoire de ces prépas talents avec au moins 2 par région. Du côté des concours d'entrée, le président de la République augmente le nombre de places réservées à ces nouveaux talents dans ces établissements, dont l'ENA, qu'il souhaitait supprimer en 2019. Pour toutes et tous, vous pourrez tout à fait postuler au concours dans les 5 écoles, justement, fonction publique. Donc 6 concours, c'est 5 écoles. On va, à côté, ouvrir aussi des voies talents, avec environ 15% de postes de plus qui seront créés. En prime, il double également les aides financières. L'allocation qui a été évoquée, elle sera doublée, portée de 2 000 à 4 000 euros par an. Ce qui est là aussi un point important. Et en même temps, on va continuer le travail, ça a été très justement dit sur le logement, par ces conventions avec les Crous. Et tout ça va aussi s'inclure dans un travail qu'on fait sur l'enseignement supérieur pour mieux accompagner tous les étudiants d'ailleurs de notre pays, quel que soit le secteur. Dans cette démarche d'égalité des chances, Emmanuel Macron inaugurera demain la plateforme anti-discrimination qui permettra de les dénoncer par téléphone ou Internet. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Yves Deray, bienvenue, rédacteur en chef de Forbes France. Jean-Daniel Lévy, bienvenue, directeur délégué de Harris Interactive. Également avec nous, Mickaël Darmon, bienvenue, chef du service politique d'Europe 1 et auteur de ce livre « La politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne ». Alexandra Schwarzbrod, bienvenue, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous êtes essayiste et vous avez publié en mars dernier « Les Lumières de Tel Aviv ». Merci à tous les 4. Promouvoir l'égalité des chances. Yves Deray, quelle lecture politique faut-il en faire de ce déplacement d'Emmanuel Macron, dont certains disent que c'est un clin d'œil à gauche? Écoutez, symboliquement, effectivement, montrer qu'il veut une ouverture à la diversité et qu'il va promouvoir la diversité dans les écoles de haut profil, je pense que c'est un clin d'œil à gauche, mais que c'est aussi une nécessité pour la France. Et je trouve ça plus intelligent d'ailleurs que la proposition de départ qui était de supprimer l'ENA. Supprimer l'ENA, pour Emmanuel Macron, c'était quand même une manière un peu de scier la branche sur laquelle il est assis, puisque lui-même vient de l'ENA. Donc j'avoue que je n'avais pas très bien compris cette idée-là. Et puis la France, de toute façon, soit l'ENA ou autre chose, a besoin d'une école d'élite pour former ses hauts fonctionnaires. Donc là, il a recentré, il a trouvé cette piste qui est une ficelle un peu quand même, parce que ça a déjà été fait, de faire en sorte que la diversité soit acceptée à l'ENA, par le tour extérieur. Il y a eu plusieurs mesures depuis François Mitterrand, c'est pas d'hier. Mais disons que là, il a marqué un peu les choses, et puis il était accompagné de sa jeune secrétaire d'État à la jeunesse, qui a une trentaine d'années, qui a fait un parcours un peu atypique, un peu dans le privé, etc., qui a son parler franc, et je crois que ça aussi, c'était un signal fort d'être accompagné de cette jeune femme. Alexandra Schwarzbrod, certains disent qu'il veut muscler sa jambe gauche. D'ailleurs, Yves Deray vient de parler de l'initiative de François Mitterrand. Ce n'est pas anodin, c'est un président de gauche qui avait commencé ce genre de mesures. Et là, c'est Emmanuel Macron qui s'y met.
Alors, à mon avis, c'est pas seulement la gauche qu'il cible en faisant ce déplacement à Nantes. Je pense que c'est la jeunesse dans l'ensemble. Vous avez vu que ça fait un certain temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, qu'Emmanuel Macron parle beaucoup de la jeunesse. Il a bien compris que cette génération, fameuse génération Covid, comme on l'appelle maintenant, était au bord du désespoir, qu'elle ne se voyait plus d'avenir. Et je pense que ça va être dans sa campagne électorale qui en effet a commencé, la jeunesse va être une des cibles principales. Et ce genre de déplacement vise à donner justement une espèce d'ouverture, d'horizon à cette jeunesse qui n'en a plus aucun aujourd'hui. Alors ça, c'est une chose, mais simplement... tout ça, ça ne pèsera pas dans la balance si, au bout du compte, au moment de l'élection présidentielle, si Emmanuel Macron ne réussit pas un pari qu'il s'est lancé et qu'il a lancé au gouvernement, deux même. Le premier, c'est le pari de s'opposer aux blouses blanches, aux médecins, en disant on ne reconfine pas. Et surtout, le plus gros pari, c'est celui de la vaccination. C'est-à-dire que si, en septembre prochain, l'objectif qu'il a annoncé de nombre de personnes vaccinées n'est pas atteint, si ça continue à être compliqué, à être une espèce de désordre permanent, il aura beau faire des clins d'œil à droite, à gauche, il aura beau muscler telle ou telle jambe, à mon avis, ça sera très difficile. Le handicap qu'il aura créé sera très très difficile à remonter. Michaël Darmon, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, dans Le Monde, lundi, disait « Agir pour l'égalité des chances, c'est être fidèle aux engagements de 2017, pas préparer 2022 ». Vous y croyez ? Pas du tout, bien évidemment. Ils sont tout l'exécutif et toute l'équipe présidentielle et gouvernementale est actuellement en train de poser les jalons de la campagne de 2022. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'on dise automatiquement que le travail qui est fait aujourd'hui, les signaux qui sont donnés aujourd'hui sur l'égalité des chances sont des signaux qui viennent ou qui devraient s'adresser à la gauche. Mais en réalité, il s'agit de discrimination positive qui ne dit pas son nom. Et ça fait plutôt appel à une démarche, au fond, d'émancipation individuelle et de réussite individuelle. Et on n'est pas du tout, dans mon sens, dans une logique qui pourrait être comprise ou qui viserait à récupérer l'électorat de centre-gauche qui est venu beaucoup sur le premier tour de 2017 et qui aujourd'hui est parti. Ça c'est la première, je dirais, des équations. Il y a quand même cette crainte absolue que toute cette partie social-démocrate qui est venue sur le premier tour de 2017 ne revienne pas. Et par ailleurs, je souscris à cette idée, au fond, que l'autre défi qui est posé, bien évidemment, est celui de la situation sanitaire, puisqu'on a compris que la campagne présidentielle se fera sous le haut patronage du Covid-19. Et de ce point de vue-là, effectivement, je suis assez étonné d'entendre un discours assez tout d'un coup optimiste, avec des phrases que l'on entend chez Stanislas Guerini ou ailleurs, en disant ça y est, il faut mettre le Covid derrière nous, nous allons faire une campagne positive. C'est quelque part presque de dire que les jours heureux, ça y est, reviennent, tout simplement parce que à date, il s'avère que peut-être Emmanuel Macron a gagné son pari face effectivement à la communauté scientifique vis-à-vis du non-confinement. Tout ça est quand même encore extrêmement fragile, mais on sent bien qu'il y a une volonté et il y a surtout une très grande inquiétude au sein de l'équipe présidentielle maintenant vis-à-vis des sondages, des études et de cette perspective qui est donnée qu'Emmanuel Macron ne puisse pas être rempart deux fois face à une éventuelle Marine Le Pen au second tour. Jean-Daniel Lévy, il est vraiment parti cet électorat centre-gauche qui avait élu Emmanuel Macron, qui a fait partie des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017, et à tel point qu'Emmanuel Macron essaye d'aller le rechercher. D'ailleurs, y a-t-il un espoir ? On avait dit c'est terminé et jamais il n'arrivera à séduire les jeunes ou la gauche. Alors, il s'est amenuisé, il n'a pas disparu. Et il y a eu, pas d'ailleurs uniquement depuis les dernières élections européennes dont on a beaucoup parlé, mais déjà dès les élections législatives, un électorat qui avait déjà fortement évolué, qui avait amené, en venant de la gauche, à voter fortement pour Emmanuel Macron à la présidentielle, et en venant de la droite, notamment à la suite de l'arrivée d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin et également de Bruno Le Maire au sein du gouvernement. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a eu déjà des adresses qui ont été effectuées
à la gauche ou à ceux qui ont une dimension sociale qui est fortement marquée. On peut se rappeler par exemple de tout ce qui a été le plan en faveur de la pauvreté, qui d'ailleurs avait été fortement salué par de nombreuses organisations non gouvernementales ou associations. Le plan pauvreté d'octobre de Jean Castex ? Absolument. Très critiqué aussi. De celui-là, mais également par le passé, en fait, de 2018, si je ne me trompe pas, de septembre 2018, qui avait été porté à l'époque notamment par Mme Buzyn, et qui avait été fortement salué par un certain nombre d'associations et qui, au final, n'a jamais bénéficié d'un point de vue d'opinion à l'égard du président de la République. Parce qu'il est encore perçu comme étant le président des riches. Il est quand même perçu comme étant une personne qui est plutôt à droite sur l'échiquier politique. Et je souscris entièrement à ce que vient de dire Mickaël Darmon. Il n'est pas question d'égalité. Il est question d'égalité des chances. Et la sémantique a son importance. Et donc, ce n'est pas forcément une notion qui va être une notion collective avec une interrogation sur la responsabilité de ce que peuvent être les facteurs sociaux qui conduisent à des situations, mais beaucoup plus des marqueurs individuels qui font que si chacun se donne les moyens, il a la possibilité de pouvoir accéder à des postes de responsabilité ou à des niveaux d'éducation qui ne sont pas forcément ceux vers lesquels ils seraient, initialement prédéterminés. Donc il y a quand même une vision qui correspond au fond politique de ce qu'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire ça n'est pas uniquement au collectif de donner le moyen aux individus de pouvoir s'en sortir, c'est également aux individus de pouvoir trouver le chemin pour pouvoir avoir une autre orientation et une autre destinée. Alors hasard de calendrier ou pas, c'est aussi ces dernières 24 heures que la Macronie tente de séduire un autre type d'électorat qu'on peut aussi classer à gauche, ce sont les écologistes. Ce matin, annonce surprise de Barbara Pompili dans Le Monde, jugé obsolète le projet de nouveau terminal à l'aéroport de Roissy abandonné par le gouvernement. Ce projet n'est plus en adéquation avec les enjeux environnementaux ni avec un trafic aérien ébranlé par la crise sanitaire, nous dit la ministre. Entre cette annonce et la loi climat présentée hier en Conseil des ministres, c'est quand même avec quelques difficultés que le patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a refusé d'admettre qu'il y avait un pas de franchi vers l'écologie. C'est assez intéressant, il joue avec les mots. Écoutez, c'était ce matin sur notre plateau, dans la matinale. C'est des abandons, vous voyez. Je ne vois pas de pas positif. C'est-à-dire que moi, je me réjouis, l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, il y a 3 ans, c'était une victoire des écologistes. 40 ans de mobilisation. Donc ce gouvernement, il dit « Oh là là, c'est compliqué, je ne le fais pas ». Ce n'est pas un gain positif. C'est quand même des signaux importants en faveur de l'écologie. Non, en fait, ce serait le contraire, qui serait persévérer dans l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dire aujourd'hui, avec le Terminal 4, on va rajouter 500 avions qui vont polluer et générer des nuisances nocturnes, personne n'en veut. Donc en fait, l'abandonner, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Yves Deray, est-ce que oui ou non c'est un pas envers les écologistes ou l'écologie en général, ou les gens sensibles à la question environnementale ? Et bien entendu. Je crois qu'on est en train, depuis quelque temps, de présenter Emmanuel Macron comme le président au fond de la droite, converti à la droite des riches de surcroît, et de faire comme si Emmanuel Macron avait abandonné l'idée du en même temps. Et je ne crois pas du tout cela. Je ne pense pas du tout cela, et je ne pense pas qu'il sera réélu d'ailleurs s'il décide d'être que le président de la droite, parce qu'il y aura un candidat de droite cette fois-ci qui occupera une partie du terrain, parce qu'il y a Marine Le Pen à l'extrême droite, parce qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan, etc. Et que donc il a besoin à nouveau de régner sur l'ensemble du centre de l'échiquier politique, à droite et à gauche. Et donc il va, je pense, dans cette fin de quinquennat, d'ailleurs il a commencé à reprendre langue, c'est pas pour rien, avec quelques amis de gauche qui l'entouraient à l'époque de la présidentielle, à l'époque de la dernière campagne. Je pense à des gens comme Julien Drey, avec qui il reparle. Il commence à y avoir de nouveau des visiteurs du soir de gauche qui viennent un peu discuter, qui l'ont alerté sur les questions à la fois écologiques, les questions sociales, les questions d'égalité des chances, parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même un sujet, l'égalité des chances, qui touche le peuple de gauche. Et qui, peuple de gauche, pas mélanchoniste, ceux-là, il va pas aller les chercher, on est bien d'accord. Mais il y a un peuple de gauche plutôt modéré, qui est d'accord pour l'économie de marché, pour que, ma foi, la Startup Nation, ça lui déplaît pas, d'avoir un président qui regarde un peu vers l'avenir et la modernité, il en est content. Et donc ce peuple de gauche-là, il faut le reconquérir pour arriver à être au second tour à la présidentielle. Il ne peut pas marcher, le macronisme ne marchera jamais
que sur une seule jambe, ou alors il serait unijambiste et il se casserait la figure. Voilà, donc en effet, ce geste-là est un geste. J'ai eu quelques SMS cet après-midi qui me disaient bien qu'il y avait des écologistes quand même qui étaient très satisfaits. Il y a 60 maires qui demandaient le retrait de ce projet et qui s'étaient cassés les dents. L'affaire Notre-Dame-des-Landes, ça a duré quand même des années, sous François Hollande, Jean-Marc Ayrault, etc. C'était pas réglé. Donc tout ça, c'est quand même des gestes que certains écologistes, disons, modérés, on va dire, regardent, entendent d'un bon œil. Alexandra Schwarzbrod, là on est sur 3 jambes. Hein. On a dit jambe gauche, jambe droite, mais là c'est jambe verte aussi. Oui, alors, bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est pour les écologistes, forcément. Cela dit, ce serait intéressant, on ne peut pas refaire l'histoire, mais ça aurait été très intéressant de savoir quelle décision il aurait prise s'il n'y avait pas eu la pandémie. Parce que là, on est dans une crise du transport aérien majeure, dont le secteur ne se remettra pas avant quelques années, même si on arrive à sortir. Il va prendre cette décision. C'est-à-dire que là, de toute façon, on ne voit pas dans le contexte actuel, on ne l'imagine pas dire youpi, on lance un immense programme, on élargit cet aéroport et on imagine un secteur du transport aérien culminant dans les années qui viennent. C'est impossible. Donc, c'est vrai que c'était pas une décision extrêmement difficile à prendre aujourd'hui. C'est bien qu'il l'ait prise. Moi, contrairement à Julien Bayou, je vais pas bouder mon plaisir. Je trouve ça bien. On voit bien qu'il est tiraillé, Emmanuel Macron. C'est un homme intelligent. Il voit bien que l'avenir, et notamment la jeunesse, celle dont je parlais tout à l'heure, la jeunesse, elle est totalement, elle a l'esprit écologiste. Elle est vraiment, elle croit, elle est convaincue, à juste titre, que la planète court à sa perte à cause de l'homme et qu'il faut vite prendre des décisions pour remédier à cela. Et donc, il sait, Emmanuel Macron, que s'il ne donne pas quelques gages à cette jeunesse notamment, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas à attirer à lui ceux qui peut-être lui manqueront pour arriver à se faire élire. Donc il n'a pas le choix. Mais on voit bien qu'il est tiraillé parce qu'il est entouré de... Ça, on l'a beaucoup raconté. On en a fait d'ailleurs la une de Libé hier, je crois, sur les lobbies. Les lobbies sont à la manœuvre, tous les lobbies. Alors évidemment, les Verts sont aussi une forme de lobby. Je ne vais pas être naïve, mais il y a beaucoup de lobbies côté économique qui poussent et qui essayent de raboter le plus possible. On l'a vu avec la loi climat, qui essayent de raboter tout ce qu'ils peuvent raboter. Et donc, il est tiraillé entre ce monde de l'économie dont il est très proche, qui le soutient, et puis cette jeunesse et ces écologistes qui ont besoin de gages, de preuves d'amour. Pas seulement de déclarations. Il a fait beaucoup de déclarations d'amour envers les écologistes. Il n'a pas donné beaucoup de preuves. Michael Darmon, c'est aussi ce tiraillement qui fait, alors c'est ce qu'un peu disait Yves Deray, la force du macronisme, c'est-à-dire être un peu sur différents plans, différents terrains, différents électorats. Ce qui fait sa faiblesse, en réalité. Je pense que cette campagne de 2022 va montrer qu'au fond, ce concept du en même temps, qui était un outil de conquête politique et de campagne présidentielle, n'est pas un outil de gouvernance. Parce qu'il y aura de toute façon des contradictions qui seront très difficiles à juguler. Vous avez en ce moment un débat très vif au sommet du gouvernement et autour d'Emmanuel Macron, justement, sur quel électorat faut-il séduire et arrimer et consolider en premier pour pouvoir faire le premier tour de 2022, parce que c'est ça l'essentiel. Il y a une partie du gouvernement, dont des ministres importants, Darmanin, Le Maire par exemple, qui dit qu'il faut absolument faire un coup massif pour asseoir et arrimer la droite dès le premier tour. Ça ne passe pas du tout par une sincérité et ni une pertinence et une cohérence en tout cas dans les mesures liées à l'écologie. Et de manière plus générale, il y a un débat que ne saisit pas encore ou que ne formule pas le président, c'est qu'au fond, c'est vrai que le clivage, un des clivages maintenant contemporains, passe par l'écologie, par l'écologie de croissance versus l'écologie de décroissance. Et cela, il n'y a pas de force pour incarner vraiment ce discours. Il y a des gages qui sont donnés à cette jeunesse qui effectivement qui est très organisée
conscientiser politiquement autour des notions du climat. Et c'est vrai que la décision de l'extension de Roissy, l'abandon de l'extension de Roissy, c'est facile en ce moment, puisque par définition, les avions sont beaucoup moins actifs et ce secteur est sinistré. Donc, je pense que ce sont effectivement des gestes qu'il faut faire parce que c'est... on lui dit qu'il faut le faire, mais la réalité politique de cette campagne, parce qu'il faut bien saisir qu'il y a quand même profonde rupture entre, au fond, la manière dont on peut percevoir, nous, Emmanuel Macron, et ce qui se passe dans le reste du pays, en particulier dans les zones rurales, en particulier dans les catégories populaires, où là, il y a énormément de travail à faire pour ne serait-ce qu'être réentendu de la part de ces populations. C'était intéressant de voir les réactions des Verts aujourd'hui après l'annonce de l'abandon de ce terminal. Julien Bayou, vous l'avez entendu, nous dit que c'est une grande victoire des écologistes, mais il y en a d'autres. Karima Deli, une fois encore, la mobilisation écologiste et citoyenne a payé. David Béliard nous dit « Excellente nouvelle, l'absolue nécessité de baisser nos émissions de CO2 est incompatible avec la croissance illimitée du secteur aérien. » Audrey Pulvar, une décision cohérente est nécessaire. Hervé Kempf, qu'on connaît un peu ici à Public Sénat, pour faire gagner l'écologie, pas d'autre chemin que la lutte et elle paye. Tous ont beau dire que c'est leur combat qui a obtenu une victoire aujourd'hui, ça va être mis au crédit de qui ? Du gouvernement, ça, auprès de l'opinion ? Alors ça peut être mis au crédit du gouvernement et dans un contexte où je pense qu'il faut le rappeler, c'est peut-être également un gros contre-feu par rapport à tous les débats concernant la transposition des orientations qui ont été proposées par les 150 citoyens, dont on a vu depuis quelques jours qu'il y avait, même au sein de la majorité et même au sein des députés proches d'Emmanuel Macron, des remous qui étaient des remous certains en demandant est-ce qu'on va assez loin. Pas des personnes qui trouvaient qu'on allait trop loin, mais des personnes qui se demandaient si on allait assez loin. Donc là, en tout cas, c'est un geste qui est un geste majeur. En plus des différents éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, il y en a un autre tendanciel, je pense qu'il faut voir, indépendamment des conditions de la pandémie et des aspects qui peuvent toucher aujourd'hui l'industrie aéronautique. Nous avons des Français qui ont l'intention, quelles que soient les conditions pratiques, de moins prendre l'avion à l'avenir. On le voit dans un certain nombre de pays. On l'a vu de manière magistrale en Suède, et pas uniquement du fait de Greta Thunberg, qui a eu une baisse des vols, non pas parce qu'il y avait des raisons de pouvoir d'achat, mais pour des mobilisations qui étaient des mobilisations en termes de valeur ou des raisons écologiques. Mais tous ces gens, ils remercieront Emmanuel Macron, ils ne se diront pas « Ah oui, c'est grâce aux écologistes ». En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que plus la thématique écologique, environnementale est forte comme étant un enjeu, plus les écologistes arrivent à en tirer un bénéfice électoral. D'accord. Ça a été le cas au cours des dernières élections européennes. On l'a vu notamment à travers les mobilisations de la jeunesse, vous vous en souvenez, qui avaient lieu le vendredi soir, et qui ont permis, de faire en sorte que la thématique de l'écologie et de l'environnement soit la deuxième motivation de vote au cours des élections européennes. 2, que les jeunes qui habituellement ne se déplacent pas en masse pour aller voter aux élections européennes, là se déplacent et se déplacent bien plus au cours de la dernière semaine. Donc il y aura un enjeu, et ça fait presque le lien avec le premier sujet, la jeunesse d'un côté et des thématiques qui sont non seulement une notion d'égalité, une notion de responsabilité, mais également une notion autour de l'écologie et l'environnement. C'est cohérent tel que vous le dites là. Alors, main tendue vers un électorat de gauche ou jeune, vers un électorat écolo, mais la Macronie n'oublie pas l'électorat de droite, loin de là. Pour preuve, ce débat de 3/4 d'heure entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen ce soir sur France 2, les thèmes, l'immigration, l'insécurité, le séparatisme. L'initiative peut paraître surprenante, mais le porte-parole du gouvernement en a justifié l'intérêt. C'était après le Conseil des ministres hier. J'attends de ce débat une forme de moment de vérité. On entend beaucoup le Rassemblement national donner des leçons. On les entend beaucoup surfer sur les peurs, les angoisses, les doutes, les craintes des Français. On les entend beaucoup donner des leçons sur la question de la sécurité, la question de la lutte contre le terrorisme. Et pourtant, quand on est responsable politique, qu'on regarde dans les faits ce qui se passe, par exemple à l'Assemblée nationale, où Marine Le Pen est parlementaire, on se rend compte qu'ils ne sont jamais au rendez-vous pour voter en faveur des mesures qui permettent d'atteindre ces objectifs. Qu'ils n'ont pas voté, je crois qu'ils ont voté contre, la loi qui permet de fermer des lieux de culte où on prêche la haine. Alexandra Schwarzbrod, même question. Quelle lecture, quel enseignement politique faut-il tirer de ce rendez-vous entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen ? Est-ce que c'est un pari risqué d'ailleurs pour tous les deux ? Oui, je pense que c'est un pari risqué pour tous les deux, parce que Marine Le Pen va essayer de faire oublier sa prestation désastreuse de la dernière campagne présidentielle, et Darmanin, donc je pense qu'elle se prépare elle s'est préparée très sérieusement, enfin j'imagine pour elle, et
Et Darmanin, lui, il a intérêt à être carré, droit dans ses bottes et à pas se laisser submerger soit par la colère, soit par l'énervement, parce qu'on a vu que la dernière fois c'était ça qui avait fait que le débat s'était pas bien passé. Donc c'est un gros enjeu parce que c'est bien sûr sur ces sujets-là qu'Emmanuel Macron pourra essayer de récupérer tous ces gens qui peut-être s'apprêtent à voter Marine Le Pen, tout simplement parce pour des questions de sécurité, des questions d'immigration, c'est des sujets sur lesquels ils n'ont pas confiance et ils se font avoir par les paroles un peu brutales de Marine Le Pen. Donc il faut leur expliquer que ce sujet-là, ce sujet d'immigration, ce sujet du séparatisme entre guillemets, n'est pas un sujet qui est propre à la droite ou l'extrême droite. C'est un sujet qui est important pour le pays, qu'il faut traiter, et ça Darmanin, qu'il faut traiter tout en gardant des valeurs humanistes, et ça va être le rôle de Darmanin de l'expliquer soigneusement ce soir. Darmanin, c'est la jambe droite, il fait le grand écart là quand même, Emmanuel Macron. Entre tout ce qu'on a dit juste avant je crois que là je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que Marine Le Pen a beaucoup à perdre et Darmanin pas grand-chose. Et pour tout vous dire, je ne comprends même pas que Marine Le Pen ait accepté de venir dans un débat. C'est elle qui l'aurait proposé. Oui, elle aurait refusé Castex et elle aurait proposé, aurait glissé le nom ce qui est quand même assez délirant, parce que d'abord, Castex, a priori, ne me semble pas être le meilleur débatteur qui soit sur la place, et puis elle peut quand même arguer que c'est son niveau. Elle a été au second tour de la présidentielle. Jean Castex, Premier ministre, c'est son niveau. Darmanin, c'est un jeune ministre de l'Intérieur. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle aurait dû envoyer M. Bardella, qui aurait été, sans doute, qui aurait bien fait l'affaire. Alors comment vous Donc là, elle prend beaucoup de risques, parce que si elle perd, alors c'est quand même tragique, c'est le retour du cauchemar de 2017. Si il y a match nul, c'est une défaite quand même pour elle, parce qu'elle est expérimentée, parce qu'elle a du métier, elle a fait des grands débats, etc. Est-ce qu'elle sera pas gagnante du seul fait qu'on ait mis sur le devant de l'actualité ces sujets de prédilection? Je vais vous dire, c'est le gouvernement qui a tout intérêt, parce qu'il veut marquer son territoire sur ce terrain-là, et en gros, le débat, ce sera entre quelqu'un qui fait et quelqu'un qui parle, ou qui crie, ou qui dénonce. Donc, dans ce genre de situation, celui qui fait a quand même des arguments. Et quoi qu'on en dise, on peut penser ce que l'on veut de cette action, mais enfin, il y a eu des choses qui ont été faites sur la question de l'islam, la fameuse charte qui a été signée par le CFCM, la fermeture de Baraka City ou de l'association contre l'islamophobie, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, sans doute pas assez. Ce que dira Marine Le Pen justement, on sait déjà après ce qu'elle va dire ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la forme, si par hasard Marine Le Pen glisse face à Darmanin, mais là, tout à coup, le socle sur lequel elle est quand même assez solide risque de s'effriter. Donc je ne comprends pas, pour tout vous dire, cette prise de risque. Même le fait qu'elle soit candidate, Michael Darmon. Non, en fait, ce qu'on peut considérer ce soir, c'est qu'il y a déjà deux vainqueurs, ce sont les deux débatteurs. Parce que les deux débatteurs, l'un représentant la Macronie de droite, l'autre représentant le Rassemblement national, les deux veulent absolument installer l'idée que c'est le match de 2022 qui est en train de se préparer, de se rejouer. Et les deux ont intérêt à ce que les camps de droite et de gauche qui cherchent absolument à cristalliser une offre pour monter sur le ring et casser ce match, n'y arrivent pas. Donc de toute façon déjà, gagnant et le RN et la Macronie ce soir, parce qu'ils sont en train de poser l'affiche qu'ils veulent voir l'année prochaine, à voir si elle sera validée et pas perturbée par les Français, parce qu'à côté de ça, on connaît ces études, ces sondages récurrents qui disent que les Français ne veulent pas revoir l'affiche de 2017, mais pourtant ont l'air de s'y résigner. Donc déjà, il y a cette volonté d'installer cette affiche de la part des deux camps. À côté de cela, il y a une crainte aujourd'hui, et je pense que Darmanin, il a beaucoup à perdre parce qu'effectivement, il doit prouver ce soir pourquoi il a été nommé à ce poste dans une utilité politique majeure. C'est que c'est lui qui doit en fait cristalliser, attirer et fixer cet électorat populaire de l'UMP, de LR, qu'il capte d'ailleurs dans les études, et qui peut être tenté
d'aller vers Marine Le Pen. On a eu ces jours-ci à l'Élysée depuis beaucoup de retours et effectivement de témoignages qui montrent que les sondages qui ont été publiés récemment, et en particulier celui mené par Harris, ont beaucoup effrayé l'exécutif, parce que pour la première fois, Macron apparaît comme ne pouvant pas être le rempart vis-à-vis de Marine Le Pen. Donc ce soir, c'est peut-être le coup d'envoi de ce match. Jean-Daniel Lévy. Oui, l'intérêt pour les uns et pour les autres, c'est de faire en sorte d'être confrontés l'un à l'autre au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le camp d'Emmanuel Macron d'un côté, le camp de Marine Le Pen de l'autre. Je pense qu'il faut également rappeler que malgré tout, le débat qui a été présenté comme étant raté par Marine Le Pen ne lui a pas empêché de progresser de 13 points entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que même si la fin débat qui a été considérée comme étant mauvais, la défaite électorale a été... en tout cas, la sanction électorale a été beaucoup moins nette que celle qui avait pu être en 2002 pour, à l'époque, son père. Que même aux élections législatives, ils ont réussi à avoir une dizaine de députés. Donc il y avait eu aussi, en fait, je dirais, un effet du débat raté de la part de Marine Le Pen qui avait été quand même relativement faible. Ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on nous parle quand même de la Covid matin, midi et soir, qu'on a des médecins matin, midi et soir sur les plateaux. C'est la première fois depuis le début de l'année qu'on va avoir une vraie confrontation politique, et que la confrontation politique va avoir lieu sur les enjeux qui sont les enjeux posés par le Rassemblement national, à savoir les thématiques de sécurité, les thématiques de laïcité, quitte à ce qu'elles soient réinterprétées, ou les thématiques d'immigration. Donc il y a une première, je serais tenté de dire, un premier début de match qui a été remporté par le Rassemblement national. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat très politique et très intéressant. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à 18h et à 22h. Demain, bonjour chez vous, dès 7h30. Oriane Mancini recevra notamment Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je vous souhaite une excellente soirée.